Hey, salut tout le monde, donc je fais cette petite introduction vite fait, ça va pas prendre très longtemps. C'est juste pour savoir si ça vous dérangerait de mettre un petit pouce bleu juste avant que la vidéo ne commence, parce que je suis contre ce concept, mais maintenant les youtubeurs sont obligés d'avoir des pouces bleus sur leurs vidéos pour que leurs vidéos soient mises en avant. Voilà, donc et puisque ma chaîne est assez petite, j'ai besoin vraiment de votre soutien et de vous pour que mes vidéos soient mises en avant. Donc merci de partager, de liker mes vidéos à fond et même de les commenter. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un très bon visionnage. Et salut tout le monde. L'excellent film Conjuring, les dossiers Warren, réalisé en 2013 par James Wan, connu à sa sortie un succès largement mérité. Inspiré d'une histoire vraie, il permit à de nombreuses personnes de découvrir Ed et Lorraine Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal et l'incroyable histoire de la famille Perron. Si le film a changé de nombreux éléments au récit original, la réalité dépasse pratiquement la fiction. Peu de temps après la sortie du long métrage, Lorraine Warren commentait d'ailleurs l'affaire en ces termes. Oh mon dieu, c'était quelque chose ce cas à Niceville. A tout de suite après l'introduction. En 1970, Roger Perron et son épouse Caroline décidèrent d'acheter une vieille maison à Harrisville. La propriété était une ancienne plantation qui avait été établie par le colon John Smith en 1680 et vendue à Roger Williams lors de la formation de l'État de Rhode Island. Située sur un terrain de 800 mètres carrés, on l'a surnommée The Old Arnold Estate. Et elle était constituée d'une ancienne ferme et d'une grande grange. C'était exactement l'endroit dont rêvaient Roger et Caroline. Une grande maison à la campagne où leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Cindy, Christine et April, pourraient s'épanouir et grandir en toute liberté. Cependant, le conseil que leur donna l'ancien propriétaire alors qu'il déballait les meubles les laissa perplexes. Bon alors, je vous donne un petit conseil. Le petit conseil est... laissez les lumières allumées la nuit. Hein ? Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi. Je suis locataire, pas médium. Elle est bête. L'homme ne leur dit rien de plus. Mais la famille Perron n'allait pas tarder à découvrir la raison de cet avertissement. Quand on dit quelque chose, quand on donne un avertissement, faut écouter. Faut écouter. Faut pas laisser les lumières allumées. Faut pas laisser les lumières allumées. Si ces mots leur avaient permis de comprendre que, en plus des apparitions fantomatiques, les membres de la famille Perron étaient aussi témoins de nombreuses manifestations télékinétiques. Les lits lévitaient à quelques centimètres du sol, les combinés téléphoniques planaient dans les airs, puis retombaient sur leur base quand quelqu'un entrait dans la pièce. Des photos se décrochaient inexplicablement des murs, divers objets de la maison semblaient bouger de leur propre volonté, et il arrivait que des chaises soient brusquement retirées alors qu'un invité était assis dessus. Et si ces manifestations pouvaient sembler inoffensives, il y en eut de plus angoissantes, comme le sang qui suinta d'une orange, ou le mur qui s'évapora dans le néant. Le spectre d'une petite fille portant une robe de velours vert tenait régulièrement la famille en éveil, criant toute la nuit « Maman! Maman !» Il est ridicule, moi. Tandis qu'une autre apparition torturait la jeune Cindy, alors âgée de 8 ans, en lui répétant continuellement « Il y a 7 soldats morts enterrés dans le mur ». Si cette apparition était pénible mais inoffensive, tous les esprits n'étaient pas bienveillants. Certains tiraient sur les jambes et les cheveux des filles au beau milieu de la nuit, alors que d'autres faisaient claquer les portes et les bloquaient de telle sorte que personne ne parvenait plus à les ouvrir. Andrea Perron, qui écrivit un livre sur les événements par la suite, laissa entendre qu'à cette époque, un esprit particulièrement agressif avait agressé certaines petite fille. Interrogée quant à la nature des agressions, elle éluda la question en répondant aux journalistes « Disons qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison, avec 5 petites filles. » Et aucun membre de la famille ne voulut jamais en parler. Cependant, cet esprit maléfique n'était pas le pire d'entre tous, et la plus malveillante créature semblait s'acharner sur Caroline Perron. L'on pensait qu'elle était le fantôme de Madame Sherman, une femme soupçonnée de sorcellerie qui avait vécu au 19e siècle, et qui avait mis fin à ses jours en se pendant à un arbre derrière la grange. Née en 1812 dans le Rhode Island, Bathsheba Thayer avait épousé un homme du nom de Judson Sherman en 1844 dans le Connecticut. Elle était femme au foyer et son mari Judson travaillait comme agriculteur sur leur terre et pas loin de la maison Perron. De son vivant, Bathsheba avait connu une vie de solitude. Elle était devenue une paria de la société après avoir été accusée du meurtre de son bébé. Le corps de l'enfant avait été retrouvé avec une grande aiguille plantée à la base de son crâne et Bathsheba avait été accusée de l'avoir sacrifié à Satan. Et pour
Faute de preuves, l'affaire avait été abandonnée. Bathsheba était également soupçonnée d'avoir eu 3 autres enfants dont aucun n'aurait dépassé l'âge de 4 ans. De plus, si l'on en croit les légendes locales, ces enfants n'étaient peut-être ses seules victimes. Bathsheba aurait brutalisé ses serviteurs, elle les aurait affamés et battus pour des erreurs sans grande importance. Quand elle mourut le 25 mai 1885, soit 4 ans après son mari, le coroner écrivit qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Son corps émacié avait l'air étrangement figé et on aurait dit qu'il s'était transformé en pierre. Toutefois, l'histoire contredit cette version des faits car d'après les archives, Bathsheba Sherman aurait eu un fils en mars 1849, Herbert Sherman, lequel serait devenu agriculteur comme son père. Il se serait marié en 1881 avec une jeune femme nommée Anna. Et ils auraient eu des enfants mais il n'existerait aucune trace de leur existence. Le fantôme de Bathsheba était particulièrement hideux. Son visage était semblable à une ruche d'abeilles desséchées recouverte d'une toile d'araignée. Il ne possédait pas de véritables traits humains et de la vermine rampait dans les crevasses gravées sur sa peau ridée. Sa tête était ronde et grisâtre et elle penchait d'un côté comme si son cou était brisé. Elle a pas dû être jolie quand même, hein. Juste la tête comme ça fait flipper. Et un peu avec cette tête aussi, quoi. L'odeur du mal le flottait où il apparaissait. Les membres de la famille Perra s'étaient rapidement aperçus que Bathsheba avait ses préférences. Si elle tourmentait souvent Caroline et Cindy, le maître de maison avait ses faveurs. Toute la famille évitait soigneusement la cave, qui semblait être l'épicentre des manifestations de Bathsheba. Mais durant leur séjour, le chauffage tomba en panne à plusieurs reprises. Et ça, ce n'est pas un problème technique. Non, c'est Bathsheba qui a fait ça, oui. Désolé. Et Roger dut se rendre à la cave pour le réparer. Quand il descendait les escaliers, il sentait cette présence froide et puante près de lui. Parfois, pendant qu'il travaillait, Bathsheba le touchait, elle lui caressait doucement le dos ou alors faisait courir ses mains dans son dos. Mais si la sorcière semblait l'apprécier, elle haïssait sa femme. Oh, elle était peut-être jalouse, certainement. En août 1977, le Providence Journal fit paraître un article qui parlait du fantôme de Bathsheba. Madame Perron a dit qu'elle s'était réveillée un matin avant l'aube et qu'elle avait aperçu une apparition près de son lit. La tête d'une vieille femme pendait sur le côté, puis une voix avait résonné. Sors, je vais te conduire à la mort et à la tristesse. Au début, Bathsheba se montrait particulièrement cruelle avec Caroline. Elle la pinçait, elle la giflait ou elle lui jetait des objets sur elle. Mais avec le temps, ses attaques se firent plus menaçantes. L'entité avait découvert que le feu était la plus grande peur de Caroline. Aussi se mit-elle à s'en servir pour la terroriser, jetant des torches sur son lit et exigeant son départ immédiat. Un jour, Caroline était allongée sur le canapé quand elle sentit soudain une vive douleur au mollet. Et lorsqu'elle examina sa jambe, elle aperçut une trace de sang comme celle laissée par une piqûre. Elle vérifia s'il n'y avait pas d'abeilles ou de choses du même genre dans la pièce, mais elle ne remarqua rien de spécial. Plus tard, dans son livre, Andrea Perron allait décrire la blessure comme étant un cercle parfaitement concentrique. C'était comme si une grosse aiguille à coudre avait été planté sa peau. Quand même. Les Perron n'étaient pas vraiment croyants et la faiblesse de leur foi fut la grosse préoccupation de Lorraine Warren lorsqu'elle eut à s'occuper de cette affaire de hantise. Elle était persuadée que si l'esprit de la sorcière pouvait se déchaîner avec tant de violence envers eux, c'était grâce à cette faiblesse. Bon. Elle expliqua qu'à un moment, elle avait regardé dans un coin et qu'elle avait alors aperçu la chose la plus grotesque qui lui avait jamais été donnée de voir dans sa vie. Fort heureusement, elle avait réussi à la faire disparaître. Oh mon Dieu, à ce moment-là, les Perron n'avaient pas de religion et c'était très dangereux. Soyez religieux ou mourir, parce que des démons peuvent venir chez vous et vous taquiner. Voilà. Bon. En 1974, Ed et Lorraine Warren firent de nombreux voyages pour enquêter dans la maison et selon Lorraine Warren, jamais ils ne tentèrent un exorcisme. Mais une nuit, à l'occasion de l'une de leurs séances, la situation dégénéra brusquement et Caroline Perron fut possédée par le démon de Bathsheba. Ce soir-là, les Warren étaient arrivés avec beaucoup de monde, dont un prêtre et des techniciens. Andrea et sa sœur Cindy s'étaient cachés pour observer discrètement la scène. L'esprit maléfique faisait preuve d'une incroyable puissance et les fillettes étaient terrifiées. Cette nuit-là, Andrea crut que sa mère était en train de mourir. Je pensais que j'allais m'évanouir. Ma mère commençait à parler d'une langue qui n'était pas de ce monde. Et une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise a lévité et la projetait à travers la pièce quand même, disait-elle. Tout compte fait, l'intervention des Warren fut arrêtée car ils ne pouvaient rien faire pour eux. Et du coup, ils sont avec des démons constamment maintenant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux et à cliquer sur la cloche aussi de s'abonner et à s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à plus. Ciao.
Ta gueule!